Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une ce soir. Éducation civique et citoyenne en Côte d'Ivoire. La première promotion du parcours citoyen de Bébresso a été baptisée récemment. Le compte-rendu en début de ce journal. En République démocratique du Congo, vaste propagande en faveur de la vaccination. L'opération se déroule à Idioui, dans le Kivu. Et puis ce chiffre qui fait froid dans le dos, 1200 décès prématurés chez les jeunes en Europe. La cause est due à la pollution de l'air. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité sur MTV+. Merci d'avoir choisi notre canal. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire engagée en faveur de l'éducation civique et citoyenne de sa jeunesse. Les jeunes Ivoiriens dont l'âge varie entre 14 et 17 ans ont été formés. Ils sont au total 129 à être sortis de l'école civique de Bébresso. Le contrôle tout de suite dans ce reportage. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Au nombre de 384, ils font partie de la première cohorte des élèves bénéficiaires de la formation relative au parcours citoyen. Un programme de formation civique et citoyenne initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers l'Office du Service civique national OSCN. La formation civique et citoyenne de nos jeunes et notamment leur renforcement des capacités pour eux-mêmes, mais également pour toute la communauté. 129 jeunes issus de ce programme reçoivent leur attestation de fin de formation après 10 jours de sensibilisation aux valeurs civiques et citoyennes dans le centre de Bébresso, dans la commune de Songon. 10 jours de formation bénéfique pour certains jeunes auditeurs. C'était une très bonne chose quand même, car cela m'a permis de prendre conscience il m'a aidé à me remettre sur le droit chemin et je leur dis merci beaucoup. Grâce à eux, j'ai appris à être un bon citoyen dans la société. Des larmes qui attestent qu'il y a encore de l'espoir pour la jeunesse ivoirienne, dont l'année 2023 a été décrétée sienne. Vous devez être partout des modèles. Modèles dans vos familles, que vos grands frères, que vos petits frères, qui ne sont pas passés par le sang de Bébresso à travers le parcours citoyen, lorsque vous regagnez la famille, lorsque vous regagnez le quartier, lorsque vous regagnez l'école, tout cet environnement doit savoir que vous êtes passé quelque part. Et c'est vous qui leur dites, voici ce qu'on a appris, et voici comment on a été transformé. Nous comptons sur vous. Et à travers vous, d'autres élèves voudront venir au parcours citoyen. 2000 jeunes sont ciblés cette année par le service civique national. Ils seront formés dans les 5 centres que compte la Côte d'Ivoire, à savoir Bébresso, Bouaké 1 et 2, Guingreni dans le département de Boundiali et Guédico dans celui de Sassandra. Restons dans l'actualité ivoirienne pour parler à présent de cet acte de solidarité dont ont bénéficié 50 veuves dans la commune d'Abobo, précisément dans le sous-quartier d'Anador. 50 veuves de la commune d'Abobo, quartier Anador, reçoivent des vivres. Un don de l'ONG Solidarité et Vie. Un sac de riz de 25 kg et une bouteille d'huile pour soulager ces mères de famille. Les bénéficiaires sont reconnaissantes. Ça fait ma 3e fois de recevoir ce don depuis que j'ai perdu mon mari. Donc je suis très heureuse ce matin. Je remercie l'ONG, je remercie le président de l'association ainsi que ses membres. qu'Allah leur accorde une longue vie. Ce don a été rendu possible grâce au soutien de la marraine Abiba Dambélé Saoué, directrice des journaux d'information de RTI 1. Elle est représentée par son proche collaborateur, Mahama Traoré. Croyante, elle a décidé de répondre à la sollicitation de l'ONG Solidarité et Vie afin de pouvoir secourir ces veuves-là. Parce que le mois de Ramadan est un mois de solidarité, le mois de Ramadan est un mois où la bienfaisance est prônée. Solidarité Ramadan est à sa 17e édition et à sa 5e journée. Aujourd'hui, nous avons récupéré les veuves du quartier Gendarmerie et celles du quartier Dereraï pour les associer en endroit ici, pour leur remettre des kits alimentaires, pour leur permettre de vivre dans cette période-là sans demander, sans mendier.
Créée en 2007, l'ONG Solidarité et Vie a distribué à ce jour des vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Et nous ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais engagé dans une propagande en faveur de la vaccination. Dans l'état du Kivu, précisément dans la localité de Idjoui, les autorités exhortent à se faire vacciner massivement. À Idjoui, au milieu du lac Kivu, dans l'est de la RDC, les agents de santé battent campagne pour les vaccins, alors que le continent célèbre du 24 au 30 avril la semaine de vaccination. Plusieurs enfants du Congo n'ont jamais été immunisés. Shukuru Kashonde Vita Birende, îlot de plus de 6000 ménages, faute de centres de santé, ces enfants ne sont pas vaccinés. Elle en a déjà payé le prix fort, la mort de son fils aîné. J'ai 7 enfants et tous n'ont jamais été vaccinés car je n'ai pas eu les moyens pour atteindre l'hôpital. Par manque de vaccins, j'ai vu plus de 5 enfants mourir. Mon enfant aussi est mort de la rougeole. Dans les centres urbains comme ici à Goma, les familles ont depuis compris la nécessité de faire passer leur progéniture par la case vaccin. Le calendrier vaccinal semble intéresser aussi les hommes. Si nous sommes en forme aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont eu bien soin de nous, de l'enfance, dès la conception, la naissance et jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous a permis d'éviter certaines maladies chroniques. Même si ça peut arriver, mais ça ne sera pas trop fort si l'enfant n'a pas été vacciné. L'éloignement ou encore l'enclavement des localités font partie des freins à la vaccination. Des agents de santé qui ont tenté de se rendre dans les îlots à Idjoui ont péri dans le lac Kivu. Les enfants qu'on ne sait pas atteindre, hein, parce qu'il y a des coins qui sont reculés. Là où même si on utilisait des pirogues, on n'arrive pas, hein? C'est un peu éloigné. Quand il fait la journée comme ça, il y a la vague qui est dans les lacs, on ne sait pas se déplacer. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire malgré nous. Selon le ministère de la Santé, la RDC fait partie des pays de la région africaine qui comptent un grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, soit 196 207 en 2022. L'actualité diplomatique à présent sur le continent africain, les relations se brouillent entre le Cameroun et le Tchad. N'Djamena a décidé de rappeler son ambassadeur en poste au Cameroun. Depuis le 20 avril 2023, le Tchad a décidé du rappel de son ambassadeur à Yaoundé, dénonçant des agissements répétés de certains représentants du Cameroun au conseil d'administration de Kotko qui mettent à mal les relations entre les deux pays, spécifiquement sur le dossier du pétrole tchadien, passé aux mains d'une société britannique dénommée Savannah Energy depuis décembre 2022. Le Tchad s'oppose à la transaction qui a permis à Savannah Energy de reprendre les parts du groupe américain ExxonMobil dans le projet. L'exploitation du brut tchadien portait sur environ 25 et 30 ans. Or, le premier baril a coulé exactement en octobre 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2023, ça fait 20 ans. Donc, les grandes compagnies, en général, ne terminent pas les contrats. Ils se disent que à 5 ans de l'épuisement du puits, il vaut mieux que je vende. Donc, au moment où elles vendent, dans ce moment-là, ce n'est pas les grandes compagnies qui vont se bousculer. C'est en général les compagnies moyennes. Et Savannah fait partie des compagnies moyennes parce que les compagnies moyennes n'ont pas besoin de grands volumes et puis leurs coûts de production ne sont pas aussi élevés que les grandes. Donc Savannah Energy, ça ne sert à rien de vouloir les présenter comme une grande compagnie, ce n'est pas une grande compagnie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une compagnie qui fait déjà dans l'exploration des hydrocarbures, dans l'exploitation des hydrocarbures, et c'est eux qui se sont présentés pour reprendre les parts d'ExxonMobil, et de mon point de vue, il n'y a pas de problème, puisque ExxonMobil, même qui est une compagnie sérieuse, listée, a trouvé que c'était un bon repreneur. La prise de participation, ou en tout cas l'entrée dans le capital de Savannah des privés camerounais, si nous nous mettons même dans une logique d'intégration régionale,
on devrait plutôt s'en féliciter, de mon modeste point de vue, parce que si on reste dans la logique libérale, avec des partenaires, si ce n'est pas des Camerounais, ce seraient des privés venus d'ailleurs. Il me semble simplement peut-être qu'il y a d'autres informations qui m'échappent ou qui nous échappent. Le Tchad et le Cameroun partagent une frontière longue de 1094 km et coopèrent pour la sécurisation de leurs frontières communes et dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Étant enclavé, le Tchad acquiert de nombreuses marchandises via les ports de Kribi et de Douala au Cameroun. Les deux pays, qui ont toujours des échanges réguliers au plus haut niveau, entretiennent officiellement des relations diplomatiques depuis 1960. Je pense au plus haut niveau, les deux chefs d'État, conscients des intérêts communs stratégiques que les deux pays partagent et dont qui ne peuvent pas mettre cela en péril simplement pour un différend qui porte sur des cessions d'actifs. Il me semble que les intérêts des deux pays sont largement supérieurs à cela. Contrairement au Cameroun qui a une économie diversifiée, le Tchad dépend des hydrocarbures à plus de 75% pour ses revenus d'exportation. Le regard est désormais tourné vers les dirigeants des deux pays pour la résolution de cette question qui préoccupe les autorités tchadiennes. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies, une organisation sous contrôle de l'Union africaine, a désormais un nouveau directeur. Il s'agit de Jean Kasseya. L'homme a été nommé officiellement le 17 avril 2023. Son portrait tout de suite sur ces images. Œuvrer à la transformation structurelle du système de santé africain, impliquer davantage les jeunes dans le domaine sanitaire, combler le déficit en infrastructures de santé et garantir des soins de santé de qualité. Ce sont quelques chantiers prioritaires sur lesquels devrait travailler le nouveau directeur général des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Officiellement entré en fonction le 17 avril 2023, le mandat de Jean Kasseya à la tête de Africa CDC, institution spécialisée de l'Union africaine qui vise à assurer la sécurité sanitaire, intervient au moment où les besoins de l'Afrique en matière de santé vont croissant, principalement en raison de la résurgence des maladies infectieuses à travers le continent. En réalité, comme on dirait, j'ai entre mes mains la vie de tous les Africains. Donc, c'est de m'assurer que toutes les maladies sont contrôlées, que toutes les épidémies sont répondues à temps et surtout avoir un dialogue stratégique avec tous les partenaires qui voudraient investir dans le domaine de la santé en Afrique. Les chantiers sont importants au moment où l'Afrique traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent depuis 3 décennies, nécessitant une réponse rapide face aux urgences de santé publique. Épidémie, paludisme, famine, retard de vaccination, abaissement du niveau de vie, inflation, sous-investissement des États dans le secteur sanitaire, développer l'autonomie financière de l'agence de santé, accroître sa visibilité, mais aussi baisse historique de l'aide publique au développement sont les nombreux défis sur lesquels Jean Kasseya devrait se pencher durant son mandat. Dans mon programme, c'est comment rendre cette organisation qui n'est pas très connue par les communautés, mais plutôt par les décideurs, une organisation des communautés africaines. Et c'est de notre responsabilité d'appuyer les pays et de s'assurer que les communautés ont l'information à travers tous les mécanismes que nous mettons en place. Pour rappel, Jean Kasseya a été élu à la tête d'Africa CDC le 18 février 2023 pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État du continent lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, succédant ainsi au virologue camerounais John Kengasong. Il est le premier directeur général de Africa CDC, élu par les chefs d'État africains, tout en proposant des mécanismes de financement innovants qui sollicitent les communautés elles-mêmes. Jean Kasseya espère rendre les Africains davantage acteurs de leur propre santé. L'actualité internationale à présent avec ce chiffre qui fait froid dans le dos, 1200 personnes décèdent tous les ans sur le continent européen. La cause est liée à la pollution de l'air. Explication sur ces images. La pollution de l'air cause chaque année 1200 décès prématurés en Europe chez les enfants et les adolescents. Le chiffre est révélé dans un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. L'Institut considère la pollution de l'air comme le principal risque environnemental pour la santé des mineurs. Tous âges confondus, 97% de la population urbaine ont été exposés en 2021 à un air non conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La présence dans l'air de plusieurs des principaux polluants réduit l'espérance de vie et augmente plusieurs problèmes de santé, et notamment l'asthme, dont souffrent 9% des enfants et des adolescents en Europe.
Les effets de la pollution atmosphérique se font sentir avant la naissance et peuvent entraîner des problèmes de poids chez les nouveau-nés ou des naissances prématurées. Selon le rapport, la situation en Europe reste toutefois globalement meilleure qu'ailleurs sur la planète. Restons sur le continent européen avant de refermer cette édition par la présence de cette importante réunion qui a regroupé 9 pays européens. C'était à Ostende en Belgique. Les chefs d'État des différents pays ont parlé de mutualiser leurs efforts pour une autonomie énergétique. Accélérer le développement des éoliennes en mer du Nord pour faire de cet espace maritime la plus grande usine de production au monde. C'est l'objectif ambitieux de 9 pays européens réunis lundi dans le port belge d'Ostende. Cette zone produit actuellement 30 gigawatts d'électricité. Le but est d'augmenter d'ici 2030 la production à 120 gigawatts et à 300 gigawatts en 2050. Les dirigeants présents ont tous souligné la nécessité de renforcer l'autonomie énergétique de l'Europe. The main topic here is not so much new commitments. The main topic is how do we get it to action? And that means that we need to standardize, we need to work better together, we need to synchronize the supply chains much better. Le défi reste le financement et la réalisation de ces projets à travers des ressources propres. D'un côté, la Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement des composés critiques comme les batteries. De l'autre, les États-Unis subventionnent largement les investissements pour s'approprier le secteur. The potential we have in North Sea in terms of offshore wind is huge. It is the best quality offshore wind in the world. And the amount of potential we have is enough to power current Europe electricity demand by 6 times. There's a huge potential there. Les industriels soulignent que les procédures pour obtenir des permis sont trop longues pour les investissements dans l'éolien. L'Union européenne dit vouloir faciliter les questions administratives pour permettre aux énergies renouvelables d'atteindre un peu plus de 42% de la consommation totale d'ici 2030. D'abord, il signifie la capacité à produire tous ensemble de l'énergie décarbonée avec ce grand plan d'éolien offshore que nous annonçons et auquel nous contribuerons tous. Ensuite, il signifie notre volonté aussi de bâtir une filière qui produit justement ces fermes éoliennes offshore en Europe. La France y est très engagée. Ce sommet de la mer du Nord est le deuxième du genre. 4 pays, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient inauguré ce nouvel espace de collaboration avant de l'ouvrir à d'autres participants. Cette zone maritime bénéficie d'eau peu profonde, ce qui facilite l'installation en grand nombre d'éoliennes. La France veut ainsi augmenter sa production à 40 gigawatts à l'horizon 2050. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction rendue possible grâce au concours inestimable de nos amis en régie. Merci particulièrement à l'ami de Traoré et Alpha Sanogo qui nous ont aidés à réaliser ce journal. Merci à vous également pour votre fidélité légendaire. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.